Aujourd'hui, bien plus qu'à toutes les époques qui nous ont précédés, le phénomène de l'identité joue un rôle central dans toutes les dimensions de la personne humaine. Comprendre ce phénomène nous aidera donc à mieux faire face aux différents défis qui nous concernent, qu'ils soient individuels ou collectifs. Voilà la mission que s'était lancée le Centre étudiant Benoît Lacroix en organisant la conférence « Je est un autre » à l'Université de Montréal le 11 février dernier. Qu'est-ce donc l'identité? J'ose espérer que ce reportage jettera un éclairage sur cette question. Alors, on est en compagnie du philosophe Charles Taylor, qui est très connu, on vous connaît, vous avez fait partie, en fait, la commission a porté votre nom en partie, vous êtes philosophe, vous avez été professeur de philosophie politique à l'Université McGill pendant de nombreuses années. Alors, j'aimerais savoir votre opinion un peu, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous retirez du colloque d'aujourd'hui? Ah ben c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui parlent de la tradition, de la religion, de la situation de la religion dans le monde moderne. C'était absolument, pour moi, passionnant. Parce qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles façons d'être pour les gens qui ont le genre de foi, là, on doit se trouver dans le monde moderne. Et c'est vraiment très encourageant de voir des gens avec une idée originale, une autre façon d'approcher les choses sur lesquelles il faudrait méditer. Là, je suis très enthousiasmé. Oui, justement, on a cité votre nom plusieurs fois durant les conférences. On a parlé du lien entre le besoin de reconnaissance et la construction d'identité, surtout dans les sociétés modernes. J'aimerais ça que, sommairement, vous nous parliez un peu de ça. Oui, mais je crois qu'on est dans une situation très particulière dans le monde moderne parce que les États ont des identités. Il fait partie de l'État démocratique qu'on doit être d'accord sur des principes de base. Autrement, on ne peut pas avoir une discussion, on ne peut pas avoir une délibération commune. C'est le principe de la démocratie. Une délibération commune, à moins de savoir, c'est quoi qui nous réunit comme Québécois, c'est quoi qui nous réunit comme Canadiens. Mais le problème, c'est que ces, identités collectives sont souvent trop étroits, ne tiennent pas compte de la diversité réelle de la population. Soit que de nouvelles populations arrivent d'ailleurs, immigration internationale, soit qu'à l'intérieur d'une même société, il y a des gens qui commencent à revendiquer une autre identité qui n'a pas été reconnue dans le passé, par exemple les gays, etc. Alors, on trouve dans les démocraties modernes, il y a des dilemmes profonds et des tensions profondes entre le besoin d'une identité commune pour continuer un régime démocratique d'une part, et la difficulté qu'ont certains gens à élargir leur point de vue pour pouvoir comprendre certaines identités minoritaires. Il y a constamment de ces tensions-là, et nous en vivons en ce moment-ci au Québec, très clairement. Les définitions de l'identité sont nombreuses et multiples, évidemment, mais de mon côté, je retiens la définition de Nicole Galland qu'elle a donnée en 2008 et qui considère l'identité comme un construit individuel composé des groupes d'appartenance que l'individu considère être les plus importants et les plus caractéristiques de sa personne. Est-ce que l'identité est simplement construite? Parce que si l'identité est simplement construite, alors il n'y a aucune contrainte, pourquoi l'identité est importante, etc. Alors, je crois que c'est une question très profonde qui rentre dans le vif du sujet. La réponse très courte, c'est non. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'identité? Lorsqu'on pense, par exemple, que quand on me demande mon identité, quand je demande votre identité, vous allez répondre avec, disons, des points de repère qui vous sont essentiels pour savoir où vous vous situez dans la vie, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous allez répondre en disant « je suis telle nationalité, j'ai telle religion, j'ai telle prise de position fondamentale, etc. » Alors, il y a disons, des points de repère d'une personne qui lui permettent de savoir où il loge, qu'est-ce qui est important. Pourquoi est-ce qu'on en parle de nos jours, de cela, avec le mot « identité », tandis qu'il y a 50 ans, peut-être, le temps passe vite, peut-être un peu plus, mais disons, à mi-siècle, 20e siècle, non, on n'en parlait pas. Le mot n'avait pas ce sens-là. C'est extraordinaire. C'est un mot qui est tellement important
dans la politique et la discussion sociologique et discussion morale actuelle qui n'existait pas auparavant. Monsieur Taylor, en 1994, établissait un lien entre la reconnaissance et la formation de l'identité, et définit celle-ci comme étant la perception que les gens ont d'eux-mêmes et des caractéristiques fondamentales qui les définissent comme êtres humains. Par reconnaissance, ici, je veux dire, et je reprends les mots de Hegel, une relation réciproque, idéale entre les humains, dans laquelle chacun voit l'autre comme son égal et en même temps comme séparé et différent de lui. Taylor affirme qu'une personne ou un groupe de personnes peuvent subir un dommage ou une déformation identitaire si les gens ou la société qui les entoure leur renvoient une image limitée, avilissante ou méprisable d'eux-mêmes. Ainsi, M. Taylor considère que la non-reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate peut causer du tort et constituer une forme d'oppression en emprisonnant les individus dans une manière d'être qui est fausse, déformée et réduite. De plus, M. Taylor affirme que les relations qu'entretiennent les individus au sein de la collectivité sont une composante importante de leur subjectivité. Ainsi, une personne ne devient complètement individu à part entière et n'atteint une subjectivité équilibrée que lorsqu'elle reconnaît les autres et est reconnue par un autre sujet. Erik Erikson, un gars qui avait des problèmes d'identité, pour commencer, ce n'était pas son vrai nom. Mais il a le livre le plus important, le plus populaire qu'il a écrit au début, c'est Young Man Luther, sur Martin Luther, la crise qui a précédé la grande réalisation que le salut vient par la foi seulement et qui l'a lancé sur le chemin de la réforme. Et il en parlait comme d'une crise d'adolescence, de crise d'identité de Luther. Alors imaginez si vous étiez à Wittenberg en 1513 et vous rencontriez Martin Luther, vous disiez, mon pauvre Martin, tu souffres d'une crise d'identité. Est-ce qu'il aurait pu... D'abord, il n'aurait pas pu comprendre. S'il avait compris, il aurait été absolument fou de rage que vous présentiez son cas. Alors, comment est-ce possible que nous en arrivons à parler un peu de la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose avec le langage d'identité. Mais je crois que c'est parce que dans notre conception actuelle de cette constellation de points de repère, si c'est possible de mélanger des images comme ça, comment est-ce qu'on commence à parler de ça comme une identité? Parce que nous prenons pour acquis qu'il y a un certain apport du sujet dans la définition ultime de cette identité, de cette constellation de points de repère, qui a quelque chose à définir que, disons, pour en arriver à la définition ultime, il faut un certain apport, auto-interprétation du sujet même, de celui ou celle dont c'est l'identité. Alors, comment ça arrive? Il y a plusieurs phénomènes modernes qui expliquent pourquoi on pense comme ça. D'abord, il y a ce que j'appelle l'éthique de l'authenticité, l'idée qui nous vient du romantisme vraiment allemand au départ, mais qui est maintenant très répandue, que chaque être humain a sa propre façon, sa propre mesure, disait eigenes Maß, et qu'il faut découvrir, l'idée qu'il faut découvrir ce qui m'importe à moi vraiment. Alors, cette idée d'une découverte, peut-être d'une originalité dans l'identité, exige que le sujet fasse un effort de définir, de le dégager. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une conception de construction, tout simple, parce que cette définition est toujours redevable à quelque chose, redevable à une certaine inspiration profonde, un sentiment profond que non, c'est pas ça que je veux vraiment, c'est pas ça la bonne vie pour moi, mais puis j'essaie de le définir et d'en arriver à une compréhension. Et on pourrait dire que cette conception est appelée à s'appliquer constamment, c'est-à-dire on n'en est jamais peut-être arrivé à la définition ultime, on peut toujours
penser que non, il y a quelque chose d'autre à dire, il y a des précisions à faire, etc. Je crois que ça fait partie de la condition moderne au moins de notre civilisation, qui explique pourquoi le mot identité commence à, disons, déplacer, à mettre de côté un autre mot qui aurait pu être, on demandait à Luther ce qui le troublait, il voulait savoir la vérité sur la religion. Et il était troublé parce qu'il n'a pas encore trouvé, et il a été satisfait au moment où il a eu cette grande intuition. Alors, l'identité, donc, avec cet élément, cette dimension de subjectivité, mon identité, ou notre identité, est là parce qu'il y a toujours cet apport du sujet, mais qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une simple construction. Ça, c'est une erreur. Répondre à la question « Qui suis-je » demande donc aujourd'hui une part de subjectivité plus importante que dans le passé. Dans ce contexte, que faire avec les éléments de mon identité dont je suis nécessairement l'héritier, comme par exemple l'histoire de mon pays, ma famille ou ma langue maternelle? En d'autres termes, quel rôle jouent les différentes traditions dans ce que je considère être moi-même? Les traditions sont fondamentalement des propositions de sens, transmises historiquement, et dont l'agir au présent nous affecte de manière pré-réflexive. Gadamer écrit à ce propos que la tradition est le fait d'être valable sans avoir été préalablement fondée en raison. Nombreuses de nos mœurs, de nos règles de bienséance, même de nos normes morales, relèvent d'un tel cadre traditionnel par lequel les choses et nos comportements s'imposent comme évidents. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il est impossible d'argumenter en faveur des traditions. Au contraire, plus une tradition s'impose d'elle-même, plus en général nous trouvons aisément les raisons pour légitimer sa valeur. Nous pourrions, pour exemplifier ce phénomène, évoquer une tradition très chère à l'Occident, la tradition démocratique. Autant il est possible dans les milieux intellectuels de critiquer ou de défendre la démocratie, autant il est rare d'entendre des voix s'élever dans la population en général contre le principe du suffrage universel en tant qu'il est garant de la légitimité des gouvernements. Le peu de contestation à l'endroit de la démocratie doit-il nous faire conclure que les raisons en sa faveur ont triomphé, que tous lui donnent un assentiment éclairé et réfléchi? Cela est possible. Néanmoins, on pourrait aussi croire que si la démocratie continue de s'imposer comme elle le fait dans nos États, c'est peut-être parce que la tradition démocratique définit presque a priori notre horizon politique, parce qu'elle en constitue le sol traditionnel et que c'est à partir d'elle que nous questionnons le reste de la vie publique. Alors, si on passe à d'autres contextes, il y a des identités collectives aussi. Et d'ailleurs, la majorité des États modernes sont le résultat d'une mobilisation d'une nouvelle identité, par exemple comme citoyen dans une démocratie égalitaire, plutôt que comme sujet d'un roi ou d'une société à différents ordres, etc. Il y a cette recréation d'une identité d'un peuple pour qu'ils fassent partie, ils animent une démocratie moderne. Donc, on a conscience de l'historicité de l'identité, mais aussi, il y a l'expérience très, très commune et répandue que, et là, je voudrais aborder cette question de la tradition, M. Boutet a dit tout à l'heure, que nous sommes actuellement dans une situation où ce qu'on nous présente comme notre tradition, comme notre identité traditionnelle, ça pose des problèmes, ça ne s'applique pas très facilement, immédiatement, etc. Quelle fonction remplit la tradition dans nos vies ou dans nos sociétés? Je dirais qu'elle consiste avant tout à nous relier au passé, à établir un lien de continuité à travers les divers moments de l'histoire, et qu'elle contribue ainsi à l'impression que notre vie participe d'un dessein plus large. Cet élément de continuité que rend possible la tradition est d'autant plus important que notre vécu moderne de l'histoire est largement marqué par une expérience de discontinuité, notamment l'expérience de discontinuité que nous éprouvons face à un certain mode de vie traditionnel.
La modernité a en effet tendance à se définir par ses ruptures, ses schismes et ses progrès à l'égard de tout un ensemble de croyances, de valeurs ou de normes provenant du passé. Son attachement à la tradition ne peut donc être que très modéré, voire inexistant. Mais l'expérience de discontinuité propre à notre contexte moderne ne peut cependant jamais être totale. Comme je l'ai déjà évoqué à la suite de Heidegger et de Gadamer, je crois que nous demeurons constamment dans un univers de sens où nombreuses traditions exercent leurs influences en déterminant d'emblée notre horizon de pensée. Il faudrait même dire que l'efficace des traditions est à l'œuvre dans notre évaluation même des traditions. À cet égard, la méfiance suspicieuse à l'endroit de tout contenu traditionnel est peut-être la posture intellectuelle la plus à même de laisser agir silencieusement certaines traditions, et ce, sous couvert d'objectivité. Il vaut peut-être mieux, comme le croit Gadamer, cesser d'objectiver les traditions comme de simples choses du passé et commencer à les comprendre en entrant en dialogue avec elles. Pour ce faire, il faut d'abord accepter qu'une conduite morale pleinement éclairée n'est pas une possibilité propre de l'être fini et historique de l'homme. Nous sommes, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur, des êtres affectés par le passé, ce qui signifie que l'histoire est à l'œuvre dans nos vies et que les traditions constituent le point de départ pré-réflexif de notre agir et de notre pensée. Bien qu'il soit impossible, en toute honnêteté, de faire abstraction des traditions qui nous constituent, il serait néanmoins nuisible de s'y soumettre sans retour critique. Qu'en est-il des traditions religieuses auxquelles nous sommes tous associés de quelque manière? Doit-on les rejeter d'emblée ou devrions-nous les interroger pour connaître ce qu'elles peuvent nous apprendre de beau et de grand sur ce que nous sommes? Quelle place la religion? C'est sûr qu'au Québec, on est dans un contexte spécial, mais en général, en Occident ou dans l'identité moderne, disons séculière, la place que la religion peut et toujours occuper dans la construction de l'identité. Ben, je crois que la religion est toujours là. Et l'idée d'une certaine progression de la sécularité, où on mettrait la religion derrière nous, est complètement, absolument illusoire. Pour deux raisons. D'abord, la religion, la spiritualité se réinvente toujours, puis on voit ça dans le monde moderne. Mais deuxièmement, même les gens qui se considèrent sans religion ont un passé pas nécessairement personnel, mais dans leur société. Et ce passé-là, y entre dans leur identité. Le rôle de la religion pour forger l'identité des individus et des groupes a souvent été ignoré. Toutefois, les quelques recherches qui s'y sont attardées soulignent son importance, surtout pour les immigrants. En effet, la religion jouerait un rôle déterminant dans la préservation des traditions culturelles et ethniques et dans l'ajustement des premières générations à leur société d'accueil. En ce qui est des deuxièmes générations, toutefois, elle représenterait surtout une source d'identité et d'appartenance, en plus de procurer un système de croyances qui les guiderait dans leur cheminement spirituel en donnant sens à leur vie. Qu'est-ce que cela signifie que de se définir par son appartenance à la tradition, à la suite de ce que nous venons d'évoquer? Cela signifie d'abord que le rapport à la tradition est à la fois un rapport à nous-mêmes et un rapport à un autre. Rapport à un autre en ceci que la tradition nous ouvre sur l'altérité du passé, rapport à soi car cette ouverture se réalise par la communication de quelque chose au présent qui nous affecte toujours déjà plus ou moins consciemment. Nous retrouvons ici le problème que pose le titre même de notre colloque « Je est un autre ». C'est que l'identité que l'on se forge à travers la tradition est précisément, pour reprendre l'idée de Charles Taylor, une identité dialogique qui reste en dialogue avec son histoire. Or, ce dialogue nécessite que l'on réactualise, en le rendant parlant pour notre contexte, un passé sédimenté dont l'efficace se fait néanmoins sentir, mais de manière souvent inconsciente et impensée. Je reprendrai ici l'idée du philosophe français Paul Ricoeur, suivant laquelle la tradition se doit d'être représentée, quand elle le peut bien sûr, comme un héritage qui nous est légué et dont le legs peut prendre pour nous la forme d'un devoir auquel est convoquée notre humanité. Ricoeur va même jusqu'à affirmer que le salut de notre temps devra passer par une reconnaissance des divers héritages du passé qui nous ont été transmis par nos grandes traditions, lesquelles sont pour lui en parallèle des Lumières, la Torah hébraïque, l'évangile de l'Église primitive et l'éthique grecque des vertus.
Il reste que comprendre en quoi nous sommes redevables de ces traditions et en quoi elles peuvent encore communiquer quelque chose de valable, de vrai pour notre temps, requiert de notre part que nous les rendions fécondes. Or, ce n'est certainement pas en se résignant à un traditionnalisme qui élude les particularités de notre époque, ses avancées sociales, ses nouvelles évidences et les changements au niveau de ses différents contextes de vie, que l'on pourra réaliser une telle exigence. Il faut certainement éviter de se soumettre aveuglément aux traditions si on veut leur redonner place dans les débats actuels sur le bien, la justice ou même l'identité. Cependant, on doit reconnaître que nous ne pouvons nous engager dans un débat effectif sur le sens et la vérité de nos choix que si, comme l'écrit Ricoeur, nous appartenons avant tout geste critique à un règne de la vérité présumée. Et de quoi serait constitué ce règne, sinon en bonne partie des traditions et des institutions qui les maintiennent? Comme toutes les époques, la modernité se présente avec ses beautés, mais également avec ses défis propres. Le colloque « Je » est un autre a montré comment le phénomène de l'identité joue un rôle capital pour la compréhension de ce que nous sommes comme personnes et comme société. Espérons que ces éclaircissements donneront des outils précieux dans la construction d'un monde plus juste, respectueux des différences. Elles qui sont d'abord et avant tout des expressions de la richesse de l'humanité. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.